Alors, Fibre Tigre, bienvenue! Bienvenue Claire. Joyeux anniversaire! C'était il y a 2 jours, mais merci beaucoup. Ouais, je sais, je t'ai un peu stalké. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui te réjouit le plus par rapport au fait d'être là? Mulhouse, c'est une très belle ville que je découvre. Ok. La Geek & Chain est parfaitement organisée. Vraiment, il y a toujours des gens qui sont là pour répondre aux besoins et intervenir immédiatement. Les gens sont très sympathiques et ce qui me plaît le plus, bien sûr, c'est de rencontrer les gens qui aiment ce que je fais et de la région et qu'on ne peut pas voir quand je suis à Paris ou ailleurs. Et tu as eu des échanges touchants? Oui, toujours, c'est toujours agréable. En fait, 90% de mon métier se fait derrière un écran d'ordinateur et je suis assez seul. Et parfois même, je me dis pourquoi je fais ça, alors que dès qu'on va sur des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, et c'est mon territoire de travail, on voit beaucoup de gens qui ont beaucoup de reconnaissance de plein de façons différentes. Effectivement, rencontrer ces gens et qui vous disent très simplement « c'est cool, je vois ce que tu fais, ça me plaît », c'est super. On existe. Oui. En tant que créateur, artiste, c'est important Voilà. d'avoir une reconnaissance un peu, c'est touchant. Hein. Trop chouette. Merci. Alors, j'ai cru comprendre que tu as fait des études supérieures qui n'ont pas à voir avec ton métier actuel. Je suis ingénieur bâtiment, ouais. Et comment s'est passé ton déclic? Moi, j'adore les histoires. J'ai toujours écrit des histoires. J'ai 47 ans, donc je suis vieux et je suis né à une époque où la seule façon raisonnable d'écrire des histoires et de les diffuser, les nouveaux médias n'existaient pas, c'était d'écrire des romans. La structure de l'éducation en France fait que, en gros, quand tu as des bonnes notes, tu fais des bonnes classes, des bonnes prépas, des écoles d'ingénieurs, donc j'étais à l'école d'ingénieur. Et quand on est dans les métiers de la création, c'est pas inutile ou idiot de faire un métier un peu abrutissant, dénoué de création, parce que ça crée déjà de la frustration qui génère de l'énergie et ça donne l'occasion d'inventer des histoires qui seront utiles par la suite. Et puis, écrire des bonnes histoires, malheureusement, c'est puiser en soi beaucoup de souffrance, beaucoup d'émotions positives comme négatives pour les transmettre. Et donc, à ce titre, effectivement, j'ai fait un métier assez longtemps un peu abrutissant et con. Et puis un jour, j'ai eu le déclic, effectivement, maintenant je fais ce que je veux, tout le temps. Et c'est fou parce qu'à partir du moment où j'ai dit, et maintenant je fais tous les jours ce que je veux, 3 jours plus tard, j'avais un job intéressant. Et effectivement, j'ai pas le réseau, je suis pas très talentueux non plus. Donc ma seule façon de survivre dans le milieu de la création, c'était de m'intéresser aux nouveaux médias. Parce que les nouveaux médias, souvent les gens disent, je vais donner un exemple, toi tu travailles dans le milieu audiovisuel, imaginons tu me dis j'ai envie de percer, qu'est-ce que je dois faire? Moi je te dirais va sur TikTok. Et là, ce à quoi tu vas me répondre? Non, Fibre, je peux aller partout, mais pas sur TikTok quand même. Or, en ce moment, tout se passe sur TikTok. Tous les gens qui acceptent de faire le pas et d'aller sur TikTok aujourd'hui, dans 2 ans ce sera un autre réseau social, ils ont de la reconnaissance du grand public parce que c'est le réseau social du moment et ils montrent qu'ils ont une capacité d'adopter des nouveaux codes intéressants. Donc moi je travaille sur ces réseaux sociaux et effectivement aujourd'hui je travaille pour des clients, par exemple NBC, Universal, Disney, etc., qui viennent à moi et qui me disent comment adapter au format Twitch, au format TikTok, telle histoire ou tel univers, et c'est extrêmement intéressant. Et du coup, d'un point de vue philosophico-existentiel, carrément, tu te sens à ta place? Non, c'est compliqué. Moi, quand on vieillit, on est confronté aux avatars de la vieillesse, la maladie, etc. C'est compliqué. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que en fait, pour les gens qui sont nés après 2000, les pauvres, ils ont quand même eu la vie pas facile. Ils ont eu, tout d'un coup, il y a eu les Twin Towers et les avions, et les aéroports avaient beaucoup de contrôle, il y a des pays qui devenaient dangereux, il y a eu cette vague de terrorisme qui fait qu'on est en état d'alerte permanent. Aujourd'hui, on a littéralement des guerres, on a eu le Covid aussi qui a été un moment traumatisant. Ces gens-là, ils n'ont pas la vie facile. Et effectivement, quand je fais des choses et qu'ils me disent c'est vraiment cool, ça m'a redonné la pêche alors vraiment j'étais down et tout, ça c'est super. En tout cas, c'est le sens que j'ai donné à ma vie et qui me permet d'avancer. Voilà. Merci. Alors, chapitre qu'il faut aborder, Games of Role. Très bien. Donc que tu animes et que tu scénarises, un jeu de rôle diffusé en direct sur Twitch. Oui. Quelle est la genèse de ce projet et quel retour ta communauté te fait par rapport à ce format? Alors, je ne vais pas forcément te faire une genèse historique, mais je vais faire une genèse, pour utiliser un mot compliqué, ontologique. Mais en gros, le truc, c'est que les nouveaux médias, donc, c'est TikTok et Twitch.
Et sur ces nouveaux médias, on peut transposer tout ce qui existe sur les anciens médias. Par exemple, on peut faire du jeu télé quiz, on peut faire un question pour un champion sur Twitch. On peut faire du foot ou, comme le fait Squeezie avec GP Explorer, un événement sportif de voiture. Voilà. Mais est-ce qu'on peut faire de la fiction? La fiction aujourd'hui, la série télé, c'est quelque chose qui est très présent dans les programmes de chaînes télévisuelles. Et ça n'a aucun intérêt de prendre une série télé et de la mettre sur Twitch. Parce que il n'y a pas cet aspect. Déjà, on n'a pas les droits, mais surtout, il n'y a pas les deux choses hyper importantes de ces nouveaux médias qui sont l'interactivité avec le chat et l'aspect direct. Si on devait vraiment prendre une idée fictionnelle, un spectacle fictionnel qui fonctionnerait en direct avec de l'interactivité et qu'on le mettrait sur les nouveaux médias, le mot qu'on ne doit pas prononcer, mais je vais quand même prononcer, c'est le théâtre. Alors, le problème, c'est que si je vois avoir des moins de 35 ans, je leur dis hey, on va faire du théâtre. Vraiment, ils vont dire pas du tout, ça m'intéresse pas, je ne veux pas savoir ce que c'est. Truc de vieux, truc cher, truc qui me parle pas. Donc, on a ce mot très pratique qui est jeu de rôle, qui est en fait du théâtre. Et donc, nous, on a vraiment pris le jeu de rôle, on a enlevé l'écran, on a enlevé un peu la table, on a enlevé les règles et on se raconte des histoires en improvisant. Donc, on fait du théâtre, mais ils le savent pas. Et effectivement, sur Twitch, le format fictionnel intéressant quand on enlève les jeux vidéo, c'est le jeu de rôle. C'est Game of Thrones qui existe aujourd'hui depuis quasiment 10 ans et qui nous a permis, à moi personnellement, de me perfectionner en faisant des essais, etc., de créer une marque qui est courtisée par les autres marques qui veulent parler de leurs univers ou de leurs produits à des moins de 35 ans. Il faut aussi du contenu pédagogique avec ça et c'est assez cool. Et le paradoxe, c'est que j'aime beaucoup le jeu de rôle, mais je ne suis pas ultra fan de jeu de rôle, c'est pas ma vie. Voilà. Mais j'en fais et c'est assez intéressant. Et c'est génial, effectivement, de rendre le théâtre accessible, qu'il y ait de nouveaux formats comme ça. Oui. Oui, non, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, on est en train de travailler sur la transposition de tous les arts classiques rejetés par la jeunesse pour les mettre en avant. Je donne un autre exemple. L'opéra, il a un équivalent dans le jeu vidéo qui est le JRPG. Dans le JRPG, les gens ils sont habillés de façon extravagante, ils se tapent pas dessus, ils se regardent d'abord, ils sont figés, tu sais, ils attendent dans une espèce de position. Il y a une espèce de musique, c'est des chœurs, de la musique classique, parfois c'est de la musique rock très, très, très impressionnante, et ils se lancent de loin des répliques. L'histoire n'a aucun sens, les cutscenes n'ont aucun sens, et parfois il y a des affrontements. Et en fait, c'est vraiment littéralement de l'opéra. Et donc effectivement, il y a cette idée de comment prendre cette espèce d'héritage énorme, mais qui est uniquement quelque chose qui est courtisé par les vieux aujourd'hui, et avec un territoire d'audience qui se rétrécit, et en faire un produit, on va dire un support fictionnel qui soit intéressant pour les jeunes gens. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Merci. Je me permets une mini digression. Oui. Est-ce que tu connais le micro-théâtre? Pas du tout. Ça a été, petite parenthèse, créé à Madrid et c'est hyper populaire en Amérique du Sud et c'est en train d'arriver en francophonie. Il y a un super festival à Strasbourg qui vient de démarrer, qui a un succès fou, qui s'appelle Equinox. C'est 15 minutes, 15 spectatrices, 15 mètres carrés. Et ça a le même but exactement. C'est pour ça que je me permets de te le partager. Eh ben, moi, figure-toi, pour certains clients, on m'a demandé à réfléchir à des jeux de rôle, début, milieu, fin, de 5 minutes. Autoconclusif, mais à la fois, si on en regarde 5 d'affilée différents, ça crée une méta-histoire, tu vois. Non, mais oui, effectivement, en fait, paradoxalement, on est à la fois dans un moment assez sclérosé, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur Twitch et on a dit ça y est, vous êtes le producteur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et on pourrait faire ce type d'interview sur Twitch et les gens diraient c'est un peu la télé, t'es pas en train de me sauter dessus, on n'est pas dans un lit, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas en train de chevaucher des animaux et tu m'interroges. Enfin, tu vois, c'est ultra classique. Et donc, le truc, c'est que on a beaucoup de mal à sortir de cette espèce d'hyper héritage de l'audiovisuel ultra formaté américain, limite qui nous vient des années 60. Et c'est marrant parce que le jeu de rôle aussi, il a été figé dans les années 60, il n'a pas évolué pas beaucoup évolué depuis, j'espère que les gens ne vont pas me sauter à la gorge. Et donc, quand on est arrivé sur Twitch, vous pouvez faire ce que vous voulez, rien n'a été changé. Et le micro-théâtre va faire des choses, et il faut absolument faire des choses. En tout cas, comme je l'ai déjà dit, c'est pas une obsession chez moi, mais je vieillis, j'ai de moins en moins de temps et de force, et j'ai envie quand même de créer des choses qui soient intéressantes, qui soient le rêve des gens de demain, quoi. Voilà.
Et on a plein de choses. Je sais que pour continuer sur le format Games of Roll, il y a eu plusieurs incroyables collaborations, parmi lesquelles, donc, avec le Centre national d'études spatiales. Oui, le CNES. Oui, le CNES. Pour une émission consacrée à la future mission Artemis. Mais aussi, en ce début d'année, là, 2025, tu as collaboré avec le musée Guimet pour 2 émissions spéciales portant sur la Chine sous la dynastie Tang. Tang. Je voulais être sûre de bien le dire. Voilà, en 735. Et alors, allier pédagogie avec tout ça, quel est le but en fait de ces collabs? Elles sont toutes précises. Donc là, en fait, les gens qui viennent et qui vont dépenser des dizaines de milliers d'euros dans une émission, ils ne le font pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils ont un problème. Le problème du musée Guimet, c'est que les moins de 35 ans, ils ne viennent pas voir les musées. Alors que l'exposition, le sujet de l'exposition, la dynastie Tang, qui ne nous dit rien, parce que tu n'as pas étudié le sujet, pas hyper intéressant a priori, Tang. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on met des influenceurs sur scène dans un auditorium dans le musée, on privatise le musée pour que les gens puissent visiter le musée. Et ensuite, on va raconter une histoire hyper réaliste où tous les personnages qui ne sont pas les héros ont vraiment existé et dont on peut voir les statues et les histoires dans le musée. Et ils vont manipuler virtuellement des objets dans le jeu de rôle qui sont également exposés dans le musée et leur donner un sens. Et effectivement, même on peut être juste un spectateur audio et écouter cette aventure et ensuite aller dans le musée et dire « Ah ok, il parlait de ça en fait et c'est ça les enjeux ». Et effectivement, l'idée c'est de tourner le regard de cette jeune audience, un jeune, moins de 35 ans, donc voilà, cultivé, avide de connaissances, pour les orienter sur des arts classiques. Autrefois, c'était juste prestigieux et cool d'aller dans un musée. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse expliquer les choses. Donc ça, c'est pour le musée. Pour le CNES, c'était plutôt pour susciter des vocations. Aujourd'hui, voilà, le CNES a plusieurs problématiques et recruter des Bac plus 8 qui pourraient gagner des fortunes en étant traders et plutôt de leur dire « pensons au futur de l'humanité », c'est un sujet aujourd'hui et cette émission était là pour ça. Voilà. Merci. Alors, autre chapitre, parce qu'il y en a plein, j'ai découvert en fouillant ton parcours, c'est le chapitre jeux vidéo. Oui. Ah. Je fais 10 ans de jeux vidéo. Que tu conçois et que tu scénarises aussi. Oui, alors donc il y a 2 métiers, le game design et le narrative design. Donc le game design, c'est les règles du jeu et le narrative design, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Mais j'ai pas arrêté parce que là j'ai un jeu vidéo qui va bientôt sortir chez Arte qui s'appelle le Better World. Mais en gros, ce que je fais surtout, c'est que je prototype. Donc en gros, j'ai une idée. Je dis waouh, ce serait trop bien de pouvoir changer les événements, par exemple de l'histoire, et voir c'est quoi les conséquences. Et de le faire de façon radicale, c'est-à-dire je vais prendre les 100 événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et à chaque fois qu'on va en changer un, ça va impacter sur tous les autres et ça va créer une timeline. Et je le mets sur Internet. Est-ce que ça vous plaît? Beaucoup de gens jouent, beaucoup de gens disent c'est super. Je l'envoie à un éditeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu comme un bouquin. Voilà, les gens ont aimé, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il est édité. Et le jeu vidéo, c'est assez intéressant. C'est un milieu assez créatif qui, jusqu'à présent, n'avait pas beaucoup En fait, il n'y a pas beaucoup de talent dans le jeu vidéo. Je suis désolé pour mes confrères. Pour la raison suivante, si vous avez le choix demain entre écrire un scénario de jeu vidéo ou écrire une série Netflix, vous allez prendre la série Netflix, vous n'allez pas réfléchir. Vous n'allez même pas regarder le salaire alors que vous serez mieux payé dans le jeu vidéo. Vous n'allez pas regarder l'audience alors qu'il y a plus de gens qui vont jouer à votre jeu vidéo que le truc. Vous allez simplement dire ça parce qu'en France, il y a une hiérarchie des arts. Et si demain, si demain toi, tu as le choix en tant que comédienne de jouer dans une série Netflix ou dans un film hollywoodien, tu vas dire je vais aller dans le film hollywoodien même si je vais être moins payé, tu vois, parce qu'il y a une hiérarchie des arts. Et la hiérarchie des arts, le jeu vidéo, on a beaucoup pâti parce que, en fait, on prenait tous les gens qui n'étaient pas pris ailleurs. Aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à changer, mais c'est vrai que n'importe quel entrepreneur du jeu vidéo te dira je cherche des bons game designers, je cherche des bons narrative designers. Voilà. Et c'est compliqué de l'être. C'est vraiment, on croit que simplement en jouant à des jeux ou en lisant des histoires, on est capable d'en écrire. C'est pas tout à fait vrai. Voilà. Qu'est-ce que c'est jeu textuel? Les jeux textuels sont des jeux qui sont uniquement sous forme de texte. Alors, pourquoi jouer à un jeu textuel avec juste du texte alors qu'on peut jouer à GTA? Donc déjà, la réponse, c'est pas beaucoup d'intérêt effectivement, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un jeu textuel, ça peut être créé en 1 heure. Donc si toi tu dis waouh, j'ai une idée, on va faire un jeu dans lequel on peut tout brûler. Voilà. À partir du moment où il y a une étincelle quelque part, le feu il va se consumer, il va contaminer tout, etc. Et nous,
on est dans un labyrinthe, on va dire dans un complexe, mais il brûle. Et du coup, peut-être le feu va se propager dans certains endroits. Donc, il faut avoir, c'est pas simplement on sort d'un labyrinthe le plus rapidement possible, c'est aussi on essaie de comprendre la propagation du feu qu'on ne voit pas. Et ben, c'est cool. Bah, si tu maîtrises les outils de fiction textuelle, tu peux créer un jeu vidéo qui peut te démontrer que le concept est cool ou pas en 1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Et c'est très cool d'avoir ça. Donc, j'aime beaucoup la fiction textuelle pour ça. Et effectivement, c'est aussi des open world textuels. Et ça nous pose des tas de questions. C'est l'objet d'une conférence que je vais faire 3 fois cette année, donc c'est un peu trop long en résumé en une phrase, mais je vais dire juste un aspect qui est intéressant, qui est, par exemple, quand on joue à un jeu vidéo en français, vous allez avoir les verbes à l'infinitif. Par exemple, vous allez avoir ramasser caillou. Et un Américain, il va avoir take rock. Et nous, on dit, ah ok, ramasser caillou, c'est le même mot. Et en fait, pas du tout. Parce que les Américains, ils vont sous-entendre, entre guillemets, I take the rock, ou un impératif, take the rock, prends le caillou, tu vois. Et ils ont des perceptions différentes de qui ils sont dans le jeu vidéo. C'est que nous, on a cette perception de, en gros, on programme un espèce de joueur qui serait notre avatar et qui fait toujours la même chose. Et avoir des expériences de jeux vidéo novatrices différentes passe aussi par l'interface qui est le texte, c'est-à-dire quel verbe utiliser. Et aujourd'hui, on n'utilise pas, par exemple, l'impératif parce que l'impératif français, il est très difficile à comprendre. Prends caillou, prends le caillou. Est-ce que tu mets un S ou pas à prendre? On va demander dans la rue s'il faut mettre ou pas. Tu auras 50-50% de chance, tu vois. Donc, la grammaire française fait que l'expérience de jeu vidéo française est un peu différente. Du coup, effectivement, la fiction textuelle en français, mais dans d'autres langues aussi, russe, espagnol, etc., soulève des questions très intéressantes. Et tu es autodidacte là-dedans? Oui, parce que j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas les écoles de jeux vidéo. Et les écoles de jeux vidéo sont très bonnes, d'accord, mais quand on sait faire des jeux vidéo, il vaut mieux faire des jeux vidéo qu'enseigner les jeux vidéo. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent c'est un mauvais conseil que je donne, mais je le dis comme ça vous avez ma version de l'histoire. C'est que je pense que si vous avez un an à gâcher dans votre vie, enfin un an à exploiter dans votre vie, et que vous voulez faire du jeu vidéo, faites un jeu vidéo plutôt que d'aller à l'école et d'apprendre à faire un jeu vidéo, parce que vous aurez fait votre jeu vidéo. Je veux dire, il y a des tutoriels partout, les logiciels ils coûtent 30 balles, Game Maker ça coûte 30 $. Vous faites votre jeu vidéo, vous le sortez sur Steam, vous ressortez grandi d'une expérience qui est 1000 fois celle d'une école. Voilà. Il y a des contre-arguments pour ça, j'ai pas la vérité absolue, je cherche pas à convaincre, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Voilà. Merci. Il y a un fil rouge que je trouve dans tout ce que tu dis, c'est le côté interactif. Oui. Est-ce que ça rejoint ce point que tu évoquais, le fait de rendre accessible aussi tes œuvres ou tes créations, ou le côté interactif, pourquoi? Jusqu'en 1967, en gros, il y avait l'interactivité, ça n'existait pas, en gros. Parce qu'on pourrait dire Lamarelle, Cortázar, si vous regardez cette interview, vous êtes un spécialiste de la fiction interactive. 67, c'est une date symbolique qui est liée à certains événements, mais en gros, jusqu'en 1967, l'interactivité n'existait pas. Aujourd'hui, elle est omniprésente. On va pas. Le marketing est une forme d'interactivité, mais il y a des interactivités fortes comme les nouveaux médias. TikTok et Twitch existent par les commentaires. Une émission comme Top Chef existe par les commentaires Facebook et Twitter, donc l'interactivité c'est essentiel aujourd'hui. Donc c'est une composante à prendre et elle nous permet d'explorer les choses sous une dimension personnelle. En fait, la question de l'interactivité appelle plus largement la question pourquoi on fait de l'art, tu vois. Toi, tu es comédienne, pourquoi on fait de l'art? Moi, je te donne ma version, même si tu dois avoir la tienne. C'est qu'en gros, quand tu aimes quelqu'un très profondément, ou quand tu as peur de quelque chose, que tu as des émotions profondes, on dit souvent « j'ai pas les mots ». C'est-à-dire qu'on dispose effectivement d'un vocabulaire très complet pour pouvoir transmettre des émotions, et parfois, tu es tellement amoureux d'une personne que tu n'as pas les mots. En fait, tu dis « je t'aime » mais c'est pas assez. En fait, je voudrais te dire « je t'aime comme la puissance de 1000 soleils », mais ça, c'est même pas assez, je manque de mots. Et l'art est là pour ça. L'art, c'est ça. Tu vas dire quelque chose sans les mots, mais avec un autre support qui va rendre les choses bien plus puissantes. Effectivement, plus on a d'outils dans ce support, plus on peut faire des choses intéressantes. Jusqu'en 1967, par exemple, on avait Wagner, quand il fait le Ring,
donc un opéra assez long en 15 heures, etc. Il veut faire un spectacle total, c'est-à-dire qu'il veut faire du ballet, de l'opéra, de la versification, donc des poèmes, du récit, il veut tout faire, tu vois. Mais Wagner aujourd'hui, il serait obligé de rajouter de l'interactivité s'il veut tout faire. Voilà, il serait obligé d'en faire un jeu vidéo de son ring. C'est très intéressant. Et demain, il y aura peut-être un autre outil, une autre dimension qui va apporter. Et l'interactivité en soi, c'est-à-dire juste l'acte d'interactivité, c'est aussi vecteur d'émotion. C'est d'ailleurs, embranchement émotion, c'est le titre de ma conférence que je vais faire aujourd'hui, cette année à ce sujet. C'est-à-dire, est-ce que juste sans les mots, sans les images, sans rien, juste avec de l'interactivité, est-ce qu'on peut créer de l'émotion? Et la réponse est oui. Voilà. C'est hyper passionnant comme discussion. Bah, j'adore, c'est ma spécialité. Et alors, justement, à propos d'art, je sais que tu as plusieurs fois collaboré avec l'artiste contemporain Thibaut Brunet. Ouais. Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé et qui te touche dans ses créations? Déjà, il est venu me voir en me disant qu'il connaissait ce que je faisais et c'est suffisamment rare parce que il y a cette hiérarchie des arts, c'est-à-dire aujourd'hui, les artistes vont plutôt tendance à soit créer leur propre support, soit aller sur des voies traditionnelles. Moi, je suis moins un artiste qu'une machine commerciale, c'est-à-dire que si demain je veux faire un jeu vidéo, je ne veux pas exprimer mon amour, je vais essayer de gagner de l'argent. Et donc c'est toujours intéressant de voir des véritables artistes qui font des choses intéressantes et qui permettent effectivement d'avoir des budgets pour faire des choses qui n'ont pas une portée commerciale, mais qui sont intéressantes. Donc, puis c'est bon pour le CV. Voilà. Et Thibaut Brunet est vraiment un chic type. Voilà. Quand les gens sont sympas et qu'ils viennent me voir et qu'ils me proposent quelque chose, je dis rarement non. J'ai découvert du coup ces créations grâce à toi. Ouais. Et je me permets de partager mon ressenti. C'est fou comme avec des tableaux qui semblent a priori minimalistes, on embarque dans un univers. Enfin, c'est vraiment hyper ludique et presque mystique. Bah, le paradoxe, c'est que moins on a d'éléments, plus chaque élément devient important. Voilà. Alors j'ai un dernier truc à te proposer. Alors c'est comme tu veux, soit on s'arrête là, soit on fait ça. En fait, j'ai retranscrit un petit bout de scénar de Game of Thrones, World of Warcraft, Dragonflight, un petit bout, et je me suis demandé si on pouvait pas faire une petite lecture un peu en jeu. Donc toi, t'es Olfo, c'est ça? Oui. Alors moi, je suis pas. Alors je veux bien. Ok. Mais Comme tu veux. moi, je suis pas quelqu'un qui s'exprime par la voix, tu vois. Moi, Ok. moi, je suis beaucoup dans la difficulté d'improvisation. Dites-moi, chevalier. Oui, Mais vous avez un code de l'honneur. bien sûr. Mais vraiment, en tant que chevalier de la mort, vous avez encore ce code de l'honneur? Genre, je ne mentirai pas, je servirai mon Seigneur? Mais bien sûr. Donc, si je vous le demande, vous allez revenir et vous allez me donner une information, quelle que soit cette information. Bien évidemment. Par contre, oui. vous pourriez un peu reculer votre canon, ça me fait tout drôle qu'il me pointe un mètre. Non, il est très très bien là, ce canon, laissons-le là. Votre bateau apparaît quand et pour quelle destination? Pour des destinations secrètes. Finalement, vous savez quoi, j'ai pas du tout envie de vous parler, j'ai plutôt envie d'exploser un boulet sur vous. Ce serait vraiment rigolo. Alors, je pense que cette relation part d'un très mauvais pied. Armez le canon, les gobelins. Non mais, vous allez vraiment me mettre un coup de canon? Vous êtes quasi à bout portant. Bah oui, sur toi. Merci. Je me suis permise un mini truc pour que ça aille ensemble, mais Très bien. merci Je t'en beaucoup. prie. Trop cool. C'était un super échange, merci beaucoup. Et merci. C'est terminé. Allez, merci, à bientôt.